On accueille Thierry et David Justet. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être là. David, vous êtes journaliste. Absolument. Vous sortez ce livre, Thierry D, Confession d'un hooligan. Thierry, c'est vous. Vous acceptez de venir témoigner ce soir à visage découvert. Et votre livre est passionnant, c'est court. Et en même temps, on comprend comment on arrive au pire des conneries, celles que vous avez vécues. Et aujourd'hui, vous êtes repenti. Vous allez nous raconter comment on arrive à la violence, comment on arrive à rentrer presque dans une idéologie fasciste, comment on arrive à se faire bourrer le crâne et devenir un type pas terrible. Combien de temps il vous a fallu pour en sortir déjà? Il m'a fallu 7 ans et je suis encore très très loin de m'en sortir. C'est-à-dire, je suis encore très très loin de m'en sortir. C'est-à-dire que je suis à 75% guéri. J'ai encore beaucoup de temps pour attendre, pour comprendre beaucoup de choses. Ça a été compliqué pour vous de trouver... Attendez, c'est quoi les 25% qui vous restent exactement? Les 5%, ça peut être une vie familiale, une femme, des enfants. Non, mais vous dites que vous n'êtes guéri qu'à 75, donc ça veut dire que vous êtes encore 25% dans le hooliganisme. Il y a toujours le regard quand vous... Non, absolument pas, Non. Thierry est sorti. Je crois que le livre, justement, va lui permettre de rencontrer les gens parce que c'est quelqu'un qui a besoin de communication, de parler. Je pense qu'on va y arriver comme ça, oui. Vous dépassez votre rôle de journaliste, là, vous êtes carrément l'aidé à se réinsérer. Ben absolument. Moi, je connais Thierry depuis 15 ans. Enfin, je le croise depuis 15 ans parce que Thierry, à l'époque, très franchement, c'était quelqu'un qui était difficilement approchable. Un regard très très dur, pas quelqu'un de respectable à l'époque. Et puis, un nasillon, on peut dire ça comme ça? Non, le nasillon, j'ai jamais rentré nasillon dans un stade. J'ai été nasillon, mais j'ai laissé tout le temps cette couverture-là hors d'un stade. Mais ça veut dire que vous bastonniez des gens d'origine maghrébine, par exemple? Non, jamais. Pas vous? Non. Vos collègues, oui? Ça m'est jamais arrivé. Vos copains, oui? Les copains non plus. Enfin, vous étiez à l'OM, hein, c'est ça? Vous étiez supporter de l'OM. Mais j'avais pas d'idée d'être endroit dans un stade OM, ça n'existe pas. Elle n'a pas sa place là-bas. C'est-à-dire que le fait de se battre, c'était pour moi juste le mot hooligan parce que c'était un mot sauvage et à partir de là, c'était mon identité, ce que je recherchais. Vous recherchez quoi? La violence? Me faire reconnaître par la violence. Vous faire reconnaître par la violence? Exister par la violence. Voilà. Votre parcours, c'était quoi? On va faire court sur l'enfance. Vous étiez un jeune gars normal, on peut dire? Normal, des parents qui travaillaient dur pour qu'on ait un steak dans l'assiette, le matin, le midi et le soir. Puis je pense que c'est moi qui ai voulu courir en sachant que je venais juste à peine de marcher. Ouais. Il y a une injustice pour vous qui a été, on découvre dans le livre, déterminant. On vous a accusé d'avoir volé un cyclomoteur, ce que vous n'aviez pas fait. Et vous avez voulu vous rebeller face à l'autorité. À l'État, quoi. Et là, à l'armée, un collègue de Chambray vous apprend les bases du fascisme, vous écrivez, vous parle d'Hitler. Déjà, j'étais un peu dans le fascisme avant d'arriver à l'armée. Vous étiez dans le fascisme? Avant d'arriver à l'armée, j'avais des copains un peu blancs. Que blancs? Voilà. Et qui vous disaient quoi? Parce que j'étais naïf et ils m'ont bourré le crâne. Mais on vous disait quoi dans ces réunions de que blancs, comme vous dites? Les Maghrébins, c'est des incapables, ils sont juste à apprendre notre métier, ils sont juste à apprendre à voler les sacs des personnes âgées, ils sont juste à boire à voler. Ça suffit pour regarder quelqu'un, en fait? Ouais, malheureusement. Parce que quoi? Parce que vous étiez paumé? À la base, il est tout seul. Pas d'amis, la famille un petit peu loin. Il s'est retrouvé là. Il a pris des chemins d'infamie pour exister. Et le stade, c'est la suite logique de... Les bagarres, par exemple, survient dans les gradins une bagarre tout juste devant moi. L'affrontement est très violent entre deux groupes. Inconsciemment, je porte un méchant coup de pied à un type, comme si ma tête n'avait rien commandé. Mon corps répondait à des pulsions. Et là, très vite, l'impression que je peux exister parmi ces gens-là. Les jours suivants, je n'ai plus qu'un désir qui me taraude tout au long des kilomètres de macadam que j'effectue dans mon camion. Je me languis de revenir faire encore mieux. C'était une sorte de cercle vicieux. C'était une grosse drogue. Ça commençait à devenir de la drogue pour moi. Il ne vivait qu'à travers ça, en fait. Voilà. À aucun moment, vous aviez conscience d'être dans l'illégal? Non, parce que je faisais ça sans alcool, sans drogue. Est-ce que vous avez analysé ce qui vous plaisait là-dedans? La solidarité, la camaraderie et de pouvoir se défouler gratuitement. Combien de temps vous avez vécu dans cette espèce d'univers qui... 9-10 ans. 9-10 ans? Le foot avait 10 un ans intérêt. dans le monde de la violence, parce qu'en fait, 5 ans dans le monde, quand je suis arrivé au stade Vélodrome, en fait, 1 an après, 2 ans après, le racisme a complètement disparu de mon cerveau. Parce que le premier groupe avec qui j'ai appartenu m'a aidé vraiment à oublier ça, le fasciste. Le fascisme, ça n'a pas sa place au stade Vélodrome, ça n'aura jamais sa place. Pour moi, je pense que ça n'a aucune place dans un stade du monde. C'était juste la baston pour la baston. Exister par... Parce que tout le monde était jaloux des Marseillais, parce que ce sont les meilleurs supporters, parce qu'ils nous ont fait voir une image digne. Ah voilà, on les a vus, valeur. les 25%, ils sont là. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il a raison sur l'histoire du fascisme à l'OM, enfin du racisme
à l'OM en tout cas, et du fascisme. Ça existe dans d'autres stades, vous le savez bien, notamment pas très loin d'ici. Oui, absolument. Ça existe Absolument. toujours. Donc là, il y a des questions à se poser. Et quand vous allez à l'OM, que vous voyez tous les gens de couleur qui se tiennent la main, qui font la fête ensemble, ben, vous savez, vous prenez une leçon. Hein. Je crois que c'est une constance dans notre société aujourd'hui un peu, quoi. C'est peut-être un truc, c'est quelque chose de culturel aujourd'hui. Malheureusement, quoi. C'est dur à dire. Et puis il y a son histoire, mais je crois qu'aussi, par exemple, en face, il y a aussi, on se radicalise aussi un peu, malheureusement, quoi. C'est-à-dire en face, on se radicalise. Je sais pas, moi je vois qu'aujourd'hui le communautarisme, c'est un mot que j'aime pas, mais voilà quoi, dans les cités, enfin dans les quartiers, tout ça, c'est quand même quelque chose qui donne de la contenance à pas mal de gens, qui sont peut-être des fois un peu aussi désœuvrés, Paumés, ouais. et puis qui sont capables de se faire engrainer, voilà un peu. De toute façon, c'est valable dans les deux camps. Mais de l'autre côté. Dans les deux camps, c'est valable. Hein. Nous, en ce moment, justement, je parlais, excusez-moi, juste deux secondes, moi, nous, un peu, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, justement, c'est un peu de dire à tout le monde, nous sommes français, la France nous a fait, il y a des propos, il y a des propos qui sont tout de même à la télé, tout ça. À un moment donné, il faut savoir les mettre de côté, quoi, et puis un peu se rencarder pour se conscientiser, savoir l'histoire de France, comprendre qu'on a une légitimité à être ici, quoi. Et pas se renfermer entre nous, enfin, voilà, fermer le truc, quoi. L'anticommunautarisme. Qu'est-ce qui a fait que vous, Thierry, il y a eu un déclic où vous vous êtes rendu compte que c'était, au bout de 10 ans, que c'était... le déclic, ça a été le gendarme Nivelle pour moi. Le fameux gendarme Nivelle qui a été bastonné. J'ai trouvé ce qu'ils ont fait, c'était bien, mais en fait, c'était très mal. C'est-à-dire parce que vous avez c'était trouvé des ça lâches. Tomber 30 sur une personne, c'est des lâches qui font ça. Là, vous avez une prise de conscience. Il a fallu ça pour une prise de conscience. Vous avez déjà eu affaire au CRS? Oui. Et comment ça s'était passé? Ah, pas de Je cadeau. crois que ça se passe avec les CRS. Non, mais avec les hooligans. Est-ce qu'à un moment donné, aller bastonner un Ils ne vous hooligan? racontent pas des poèmes. Hein. Mais vous, est-ce que vous avez été violent, vous, face à eux? Oui. Aussi. Les occasions, je ne les ratais pas contre eux. Parce qu'eux, ils ne les rateront pas contre nous. Qu'est-ce qui a fait que derrière, vous avez réussi à tourner cette page-là? Tourner cette page, mais bon, il y a quand même... Même si on a bien compris qu'il reste encore du chemin à faire pour il y a quand vous soyez même les intégré. images de M. Nivelle qui, de jour en jour, je voyais que c'était un homme... c'est un être humain, on l'a estropié, c'est pas bien, quoi. Et je voyais les gens qui l'ont tabassé comme des lâches, pleins de fric devant un tribunal et qui partaient en prison. Et moi, je n'ai pas de fric. Je faisais quoi? J'allais crever en prison. Et comment vous êtes réadapté à la vie sociale? Il a fallu que je fasse malheureusement 2 TS. Parce que j'avais très honte de moi et j'étais pas fier de moi parce que je pense que j'étais un gros con dans un stade. Un gros con de quoi? Dans un stade. Dans un stade. Ouais. Une mauvaise image. Vous avez remis les pieds dans un stade depuis? Non, je ne remettrai plus jamais parce que je me suis interdit à vie d'aller au stade de Vélodrome parce que je leur ai manqué de respect. Il y a des gens qui restent pour moi, des gens fabuleux en honnêteté, toute nationalité confondue. Et vous bossez aujourd'hui? Oui, je bosse. Vous faites quoi? Je suis chauffeur. Mais bon, tout cela, s'il n'y avait pas eu le maire de mon village, M. Bernard Rennes, je ne m'en serais jamais sorti. Parce qu'il m'a tendu une main, je l'ai attrapé, je ne l'ai jamais lâché. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le lâcherai jamais. Parce qu'il m'a trouvé une formation dans une école à 32 ans. Il est atypique, hein, vous qui connaissez, vous avez enquêté, il est atypique dans le monde des hooligans? Écoutez, c'est quelqu'un qui fait s'en repentir. Je crois que c'est notable, c'est remarquable. 2 tentatives de suicide, une thérapie à sa demande. Il a compris qu'il fallait qu'on l'aide. C'est vrai, il a encore 25% à conquérir, je dirais. Encore une fois, je pense que ce livre, vous, à travers les médias, je pense qu'il va retoucher le pied là. Et depuis quelques semaines, on rencontre pas mal de journalistes. Je pense que Thierry va beaucoup mieux. Le fait de témoigner, ça contribue au fait d'aller mieux, ça contribue au fait de pouvoir se regarder en face, quoi. Ben oui, regarde en face, je vois mieux. Je vois mieux que les problèmes que j'avais quand j'avais été raciste, entre parenthèses, avec les Maghrébins de mon village. Je n'ai pas oublié qu'ils m'ont donné l'islam. Ils vous ont donné l'islam, vous dites? Je suis converti à l'islam. Aujourd'hui, vous êtes converti à l'islam? Je suis marié avec une Marocaine. Et j'ai tout compris. Parce que quand on vous emporte l'islam, c'est plus qu'un royaume, c'est plus qu'un palais. Il n'y a même pas de mots pour définir l'islam, le bon islam. Le vrai. Et vous comprenez que là, en disant ça comme ça, vous basculez dans une autre outrance. Oui, mais je suis arrêté à l'autre porte de l'autre outrance, ça veut dire le respect. Non, mais il y a un équilibre, tout simplement, à trouver une sérénité. On vous souhaite de le trouver, votre équilibre. Merci beaucoup, Thierry. Merci, David Gistré.